À partir de juillet 1944, la lutte contre les inciviques se durcit. L'armée secrète entre en scène. Une série de règlements de compte sont exécutés. Des crimes injustes, comme celui de Alphonse Bosse et 3 de ses amis de lutte. Je suis Lucienne Peters, la petite fille d'Alphonse Bosse. C'était mon grand-père Gâteau. On allait promener, il allait porter les cartes de ravitaillement, ou les teintes de ravitaillement, les cartes d'identité qui volaient à la commune. Enfin, c'était des trucs comme ça. Et moi, j'étais toujours avec lui. Oui. Mais pendant la guerre, c'était très caché. Moi, je n'étais pas à peine au courant. C'était la fille du patron de mon papa, qui habitait Bruxelles, qui faisait partie de la résistance avec Alphonse Bosse. Mon papa avait dû l'attendre pour la prévenir de ne pas aller chez Alphonse Bosse parce que la maison était cernée par la Gestapo. Et elle était fiancée avec Jean Vermeyen d'Oprebay. Ça, c'est ma femme. Claire Timmermans, en arrivant au tram à Wavre, Joseph Detienne l'attendait et lui a dit « Tu ne peux pas aller chez Bosse. La maison est cerclée. » La maison est cernée. Non, je n'étais pas là. C'était un dimanche et mon père est arrivé et il a dit les Allemands sont là. Mon grand-père a dit à ma grand-mère je dois partir. Elle a dit mais Alphonse ton chapeau. Elle a dit pour jeter il est bon. Donc il savait très bien que. Moi je venais en vélo d'Oprebay par Chaumont-Gistou et j'étais sur la route. Et elle est venue me rencontrer. Elle est montée sur la route mais comme elle arrivait assez tôt, elle a pu marcher jusqu'au bois où les 4 hommes étaient tués. Elle était seule. Elle est arrivée la première et un Allemand est arrivé après en moto à côté d'elle et il a fait partir. Comme il ne rentrait pas, ma grand-mère a essayé de contacter mon père qui en vélo est parti voir à la fête de gendarmerie. Et les fêtes de gendarmes n'étaient au courant de rien, mais un monsieur, on ne sait pas qui, a dit à mon frère il y a un carnage là plus haut. Et ils avaient une balle. Et mon grand-père avait encore sa boîte d'allumettes et son cigare, son mégot de cigare en main. Bourdiou, Jean Carre et Van Dunbeek. On contournait par le dessous du bois et pour arriver à Wavre. Si ma femme ne m'avait pas vu, j'arrivais chez Bosse. On est venu tuer le fermier, l'Allemand, donc à la ferme, et la femme a demandé une représaille. Elle avait donné 10 noms. Et Alphonse Bosse était le premier. La fenêtre était ouverte et ils ont entendu ceux qui habitaient dans la ferme, qui s'appelait l'Allemand, je crois. Ils sont repassés et ils ont dit, on l'aura. Oui. C'est pour ça qu'elle a dit à ce monsieur Max, vous ne devriez pas aller à Wavre dimanche. Vous ne devriez pas y aller, vous savez bien qu'Alphonse est menacé. Un des rectices de Wavre est venu l'avertir. Il a dit non, je ne peux pas partir maintenant parce que justement, ils avaient réunion pour faire revenir le prince Charles à la tête des troupes. Ma femme avait, paraît-il, différents cachets, différentes signatures et une plaquette avec l'inscription de ce qu'il fallait mettre sur la voiture du prince régent pour le faire rentrer à la tête des troupes belges. Alphonse Bosse était un résistant indépendant. Il n'était pas membre officiel d'un groupe, mais sans aucun refus, il servait tous les groupes résistants de la région. Ce dimanche 6 août 1944, d'autres patriotes devaient être présents. Comme Jean Vermeyen et Clairette, ils ont échappé à la mort. Le 22 juillet 1944, il y eut un autre crime sauvage organisé par le groupement Rex. L'assassinat d'Alphonse-Marie Heubrex, curé de Tigny, reste inexpliqué. Le curé Heubrex n'avait jamais milité de façon active dans la résistance. Nous avons entendu dire à l'époque qu'il a été appelé pour administrer un mourant. Donc il a été pris dans un guet-apens. Ma maman retournait sur la tombe de ma sœur, parce que ma sœur est décédée quand nous étions en Vieux-Saint. Et arrivée au croisement, l'allée qui sauve vers la route de Wavre, le bois et la route qui passe derrière la ferme de Dessy. Et on voyait les traces des pneus. Ils sont venus là, ils l'ont fait sortir de la voiture et ils l'ont fait avancer dans les fougères, ils l'ont fait mettre à genoux et ils ont tiré. Monsieur Brex, donc, c'était notre curé. Donc j'habitais avec mes parents, rue du Chemin de Fer et mon mari.
Hein. Et mon mari travaillait à la maison communale. C'est mon mari qui est allé le chercher. Il est allé le chercher à la Ojal, qu'on dit, en wallon. De juin à septembre 1944, les interventions de la résistance sont mieux organisées et plus efficaces. L'armée secrète installe son QG à Champles, hameau de Rosières. Tous les messages extérieurs sont d'abord interceptés à la maison Koenrads, ils sont ensuite transférés à la Renaudière, lieu d'encodage, et ensuite à la ferme du Pré-Maillard, lieu du quartier général principal. Jean-Pierre et Michel et les autres enfants de la famille Koenrads y participent involontairement. C'est seulement en 1944, quand mon père a été contacté par des gens de la résistance pour demander à pouvoir installer le quartier général de l'armée secrète dans la région de Rosières, et qu'il a contacté des voisins qui étaient des amis de longue date et qui leur a proposé de louer leur maison pour la durée de l'été. Dans cette maison, l'état-major a installé toute son administration, si on peut dire. C'est-à-dire le lieutenant général Pire, le commandant en chef, et son état-major. Moi, je me souviens des noms de Del Marmol, le chanoine des Saints, aumônier, l'armée secrète, ou le colonel de Rieder qui s'occupait des sabotages, Bob Verstrepen qui s'occupait aussi du sabotage. La maison où actuellement on a mis une plaque commémorative, c'est la ferme du Pré-Maillard, parce que le domaine s'appelait le Pré-Maillard. Eh bien, tous ces gens-là avaient un point de liaison qui était chez nous. Le principe était ceci. L'armée secrète était divisée en 5 zones. Et chaque zone était reliée à l'état-major général qui était ici à Rosières, à Champles. Et chaque zone avait ses messagers. Chaque messager savait où il allait, mais il ne savait pas d'où celui qui lui amenait un message, d'où il venait. Donc, il connaissait l'endroit où il pouvait aller, mais il ne savait pas d'où l'autre venait. On nous remenait ça à mes frères et sœurs et moi, qui étions les seuls autorisés à aller jusque là où résidait l'état-major général de l'armée secrète. Comme nous étions une grande famille, il y avait des allées et venues pour n'importe quoi. Et puis arrive un camion bourré de boîtes à biscuits. Et hop, on allait les mettre toutes dans le grenier du garage. Je lui ai dit, papa, on met toutes les boîtes à biscuits dans le garage et je n'ai pas pu faire autrement que d'aller voir ce qu'il y avait dans les boîtes à biscuits. C'était les petits postes radio émetteurs récepteurs. L'escadron Brumagne était désigné pour protéger le QG de l'armée secrète à Champles-Rosières. Cécile Lucas, historienne du centre historique d'Ottigny, nous raconte son histoire. Donc la formation de l'escadron Brumagne, c'est à l'origine Louis van Warenberg qui l'est mis en rapport avec un lieutenant d'artillerie, Guylain Neberg. Donc petit à petit, le groupement se forme. Neberg finit par tomber en février 1943 et il sera fusillé au tir national le 20 novembre de cette année-là. En juillet 1943, c'est Jean Brumagne qui prend la direction du mouvement. L'objectif se précise, l'escadron sera destiné à la protection de l'état-major de l'armée secrète. En mars 1944, l'escadron est fort de 225 hommes. Le jour J approche, le PC est amené à Thirimont, ici à Limlet. En juillet, les Allemands sont quand même alertés par les mouvements et par tout ce qui se passe. Et le 31 reste donc à Thirimont Jean Brumagne, ses deux gardes Arnold Stevens et Léon Brennart. Lorsque surgissent des collaborateurs, Brumagne ouvre la porte, il est assassiné. Arnold Stevens et Léon Brennart sont sortis du pavillon et fusillés de la même manière. Leurs corps sont emmenés sur la place de Limlet pour montrer aux gens ce que l'on réserve comme sort aux résistants. On a appris que Brumagne avait été assassiné. Mais c'était encore un bruit et on n'était pas très sûr. On lui avait dit à Pierre Stas que le corps était exposé à l'école de Limlet. Et alors il m'a demandé d'aller
reconnaître. C'est terrible de voir comme ça un homme assassiné. Il y avait encore du sang, je crois. Et il était couché, un peu relevé, comme ça, pour voir sa tête. Il penchait sur le côté. Après la tuerie, les Allemands ont incendié le pavillon et le château. Ils n'ont jamais été reconstruits. Depuis 1943, le domaine de Laurençard était un point de rendez-vous pour les résistants, comme le raconte Charles Mouchenier. Je disais, tiens, tu vas pas on va promener? Oui, mais on va dans les Warlantes, hein. C'est comme ça que ça s'appelait. C'était tous des terrains marécageux, ça. Oui, mais on va foncer sur rien, il n'y a pas plus. Alors on passait par là, et puis on sortait pour le petit sentier, qui était au bout du culot, qui arrivait juste à l'adresse des Anglais. Ouais. Alors on montait, on a chez le comte de Spoelberg, là on avait une limonade ou n'importe quoi. Ils étaient gentils, toujours 2, 3 maximum, hein. Et jamais de discussion. Septembre 1944, l'armée secrète y installe son poste de commandement. Un oncle, qui m'est très cher, était parmi ces hommes de combat. Ils étaient embrigadés depuis 1942, à Grédoisseau. Il était cantonné là-bas en permanence. Mais évidemment, il ne vivait plus chez lui. Hein. Il repassait dans le chemin du Manil, et nous, du bout du jardin, donc, quand l'opération était réussie, il faisait aller un drapeau blanc. Et quand c'était pas réussi, il faisait un mouchoir rouge. Alors évidemment, mais on savait qu'il était en vie. Hein. C'est très discret. Hein. On n'était pas au courant où il allait, ce qu'il faisait. Il n'a jamais reparlé de ses années dans la résistance. Il disait toujours, je ne voudrais pas que mes fils fassent ce que moi j'ai fait. Il y eut aussi quelques bavures. L'attaque de la ferme à l'eau en est une. Selon M. Allot et Gérard Splinguer, elle aurait pu être plus tragique. Le lundi 4 septembre, mon père arrive à hauteur de la ferme à l'eau, sort du parc, situé près de la dite ferme. Un résistant, d'un ton arrogant, il ordonne à mon père de s'arrêter et de se rendre immédiatement dans l'abri construit en face du parc, au bord de la route. Il informe mon paternel que des résistants vont attaquer la ferme et capturer les soldats allemands. Mon père se fâche et n'admet pas qu'il soit mêlé à cet assaut. Le résistant lui répond « Si tu n'entres pas tout de suite dans l'abri, je te descends d'une rafale de mitraillettes. » C'était un ramassis de troupes. Il n'y a personne qui revendique l'opération. Parce que cette opération a été un fiasco monumental. Oui. Tout le village a été inquiété. Hein. Après l'attaque, oui. Il y a eu 3 tués et ils ont tué un Allemand, un cuisinier. Premier qu'on était mes parents de mèche avec eux. Voilà. On a été aligné sur le mur que vous voyez ici. Et le commandant des troupes, j'ai sauté à son cou et je lui ai dit « Tu ne peux pas tuer mes parents ». Lundi 4 septembre 1944, les premières jeeps américaines atteignent Ottignies. Il nous dit ce sont des Américains et ils viennent voir l'état des ponts pour pouvoir passer parce qu'on avait fait sauter tous les ponts à Ottignies. Je m'appelle Francine Defner, j'habitais l'école de Serrousty où papa était directeur d'école et nous vivions là depuis 1942. Au moment de la libération, quand on a su que les Américains étaient là, nous avons déployé les drapeaux, bien sûr, et à l'école, il y a 2 œils de bœuf. Il y avait un drapeau à chaque œil de bœuf au grenier et un drapeau à la fenêtre du palier, de sorte que ça formait un V qui voulait dire victoire. Nous avions préparé aussi tous nos petits drapeaux belges
avec une petite épingle en V. Les Américains sont arrivés et tout de suite après, on a annoncé que les Allemands descendaient encore de Céroux. Ça fait que nous sommes descendus chez M. Curé et mon parrain s'est rendu compte qu'il avait oublié les saintes huiles à l'école, dans une armoire donc de la maison. Et c'est ma sœur et moi. Ma sœur avait 16 ans, non 17 ans et moi 15 ans. Et nous sommes remontés la rue des Coquerets donc pour reprendre les saintes huiles dans une armoire d'une pièce de la maison. Alors quand nous sommes redescendus, et comme nous fermions les barrières, les Allemands descendaient les Coquerets et tiraient à travers tout. Nous avons couru entre les balles, on entendait zzz, zzz. Enfin, quand nous sommes rentrés, nous nous sommes mis à pleurer. Il y avait une colonne de Maranzard qui était descendue en Mousty. Et elle était passée sur le pont à Mousty, tout près de la mégisserie, là. Et le pont n'avait pas sauté. Et alors, ils ont incendié 2 maisons, là. Et ils avaient pris des otages. Ils sont remontés par le reniveau, ils sont remontés la montagne du Stimon. À la montagne du Stimon, ils ont abattu les hommes. Les femmes ont pu rentrer, mais les hommes, ils les ont abattus. À la chapelle du Stimon. Le bilan de cette tuerie est de 10 morts, dont 4 victimes à la chapelle du Stimon. 5 septembre, 35 résistants vont se trouver aux prises avec une troupe d'Allemands de 300 hommes venant de Maranzard. Ils sont à ce moment-là à la ferme du Bonner. Ils ont pris une mitrailleuse tchécoslovaque et un des hommes, Albert Évrard, sur le réservoir à proximité de la ferme du Bonner, est en train d'essayer la mitrailleuse. Le bilan, malgré 2 patriotes tués, le combat se termine en faveur de la résistance grâce à des renforts et aussi à l'abandon des troupes allemandes. Mais la colonne, elle va encore faire parler d'elle, puisque c'est la colonne qui, descendant vers Ottigny par ce qu'on appelle l'avenue des Villas, repère 2 hommes sur une toiture. Ils pensent que ce sont des tireurs embusqués, ils font feu. En fait, c'est le docteur Delpierre et un monsieur Siné-Charles qui sont en train de réparer la toiture qui a été endommagée lors de l'explosion des ponts de la veille. Fernand Jacob, qui venait de la baraque, lui, avec le bras emmailloté, nous raconte ceci, c'est que ils avaient été aussi libérés par un véhicule américain et ils avaient été fêter ça dans le café La Lieue. Ils ont alors entendu des bruits de canon et à ce moment-là, ils sont allés dans la cave. Quand ça s'est calmé, ils sont sortis. Et puis ils ont vu des militaires là et ils ont crié « America !» America. On leur a fait signe de sortir. On a aligné tous les hommes là et on a passé à la mitraillette. Ils ont cru que c'était les Américains. Ils sont sortis en criant « America !» et alors, un après l'autre, on les a pris et on les a mis contre la façade. Il y en a qu'un qui a eu une balle et qui a fait le mort dedans. Il y avait Georges Delforce, c'était un cousin à mon papa, les autres, Adelin Robert et Sablon. Les 2 que j'ai nommés, leurs femmes attendaient famille, tous les 2, ils n'ont pas vu leurs enfants. Les objectifs du film étaient de valoriser les succès des groupes résistants face à la barbarie nazie. Gloire à ces héros de l'ombre qui ont toujours cru en une liberté de penser et de s'exprimer et qui ont livré un combat sans merci. Musique au chant.